Ils avaient commencé à marcher depuis moins de 100 minutes quand une voix derrière la poussette a gelé le sang de tout le monde. Une voix claire, étrangère et pourtant pleine de timbres chauds, prononçant le prénom qui n'avait jamais été dit à haute voix dans cette maison. Aïcha sourit, s'est retournée et le monde a semblé retenir son souffle. Aïcha Diop, 32 ans, la nourrice noire que la famille Moreau avait engagée sans imagination, se tenait immobile, les mains encore sur le guidon, le cœur battant comme si elle venait d'entendre une musique familière. Fabrice Moreau, 41 ans, l'homme d'affaires milliardaire, avait passé les 3 dernières années à empiler protocoles, consultations et traitements pour ses jumeaux qui vivaient comme derrière un verre. Ce jour-là, quelque chose d'impossible venait de se produire et personne dans le parc ne comprenait comment une présence silencieuse et persistante avait réussi à fissurer ce silence. Pourquoi ces enfants, qui n'avaient jamais prononcé un mot distinct, venaient-ils juste d'appeler une voix qu'ils avaient entendue seulement en caresse ? Pour comprendre, il fallait remonter au début, revivre les silences de la maison, les dossiers scellés des médecins et la décision qui avait amené Aïcha à sonner à la porte un matin d'hiver glacial. Cette histoire serait intime, rigoureuse et, peut-être, transformatrice. C'était l'histoire d'une présence qui, pas à pas, avait recalibré un foyer entier. Les Moreau avaient été connus pour leur éclat bien avant l'arrivée des enfants. Marie Moreau, décédée dans un accident de voiture 2 ans avant l'histoire, avait laissé une maison d'objets précieux, de rituels interrompus et une atmosphère de solennité. Les jumeaux, Émile et Théo, 2 ans, avaient grandi expérimentant appareils, séances et évaluations. La perte avait installé une routine lourde, faite de chambres organisées selon cahiers de thérapie, de repas sous supervision et d'horaires minutés. La maison sentait le bois ciré et le café tiède, les murs résonnaient d'échos de conversations d'adultes et un silence étrange flottait autour des jeux des enfants. Le personnel précédent, composé de nannies formées et de thérapeutes externes, avait essayé de structurer chaque interaction, en sacrifiant parfois la chaleur pour la répétition. Claire, l'infirmière de nuit, notait chaque micro-avancée dans un cahier. Sophie, la gouvernante, rangeait les jouets selon un ordre établi. Et la sœur de Marie, Camille, venait de temps à autre charger l'atmosphère d'une nostalgie difficile. Les spécialistes consultés, dont le pédiatre Martin Leroux et la neuropsychologue Druchot, avaient recommandé des protocoles intensifs, évaluation comportementale et intervention ciblée. Rien n'avait permis jusqu'alors de franchir la barrière silencieuse que les garçons semblaient construire autour d'eux. Aïcha était arrivée sans fanfare. Née dans une famille d'immigrés, élevée entre 2 langues, elle avait passé sa jeunesse à aider dans la maison de sa grand-mère, à chanter pour apaiser des enfants de voisins et à apprendre à observer, à écouter, à attendre. Son passé n'était pas celui des grandes écoles, ni des formations cliniques, mais il était riche de petites victoires, de nuits écoutées, de gestes répétés qui avaient appris au corps à comprendre le cœur des autres. Elle avait perdu son frère aîné dans un incendie quand elle avait 17 ans, une perte qui l'avait rendue attentive au silence et aux choses non dites. Plus récemment, elle avait passé 4 années comme aide à domicile auprès d'une vieille institutrice, apprenant patience et constance. Ce backstory avait forgé son approche, fondée sur la présence plutôt que sur la performance, sur le geste répété plutôt que sur l'intervention spectaculaire. En 3 paragraphes, on pouvait entendre la texture de sa vie, la maison de sa grand-mère pleine d'odeurs d'épices, le rythme des lessives sur la corde, la certitude que les enfants se racontent au toucher des paumes. Son histoire personnelle comptait entre 800 et 1000 caractères, une histoire que la famille Moreau n'avait pas cherchée au départ, mais qui, peu à peu, devint la pierre angulaire du changement. Elle ne prétendait pas tout savoir, elle apportait une présence stable. Les parents qui avaient vu tant de spécialistes voyaient maintenant quelque chose de différent dans ses gestes. Fabrice, l'antagoniste de l'histoire, était plus complexe qu'un simple riche distant. Fils d'une lignée d'entrepreneurs élevé dans des salles de conseil, il avait appris à mesurer les choses en performance et en résultats, à évaluer les personnes par des métriques. La mort de Marie l'avait rendu plus rigide. Il dépensait pour masquer l'insécurité, engageait thérapeutes, payait pour essais cliniques et cherchait des solutions structurelles aux problèmes qui n'étaient pas que techniques. Son backstory, en 600 à 800 caractères, montrait un homme pris entre culpabilité et volonté de contrôle, conscient d'un amour profond, mais incapable d'abandonner entièrement les protocoles qui lui donnaient l'illusion de maîtrise.
Il avait parlé avec des avocats, consulté des neurologues comme le docteur Valois, organisé des évaluations avec la pédiatre Léa Bénézite et tenu à ce que chaque geste soit mesurable. Pourtant, dans les retraits de sa voix, il y avait aussi un homme qui tenait un cadre avec une vieille photo de famille, qui se réveillait certaines nuits en appelant un prénom disparu. Cette dualité allait être le champ de conflit et de réconciliation. La première rencontre d'Aïcha avec la maison fut documentée comme une simple embauche. Elle frappa à la porte, parla peu, mais observa beaucoup. Lors de l'entretien, elle vit les regards crispés, les protocoles, les listes de directives. Elle répondit d'une voix claire « Je peux rester avec eux sans rien dire, juste être ». Fabrice la regarda sceptique. « Nous avons des règles strictes ici ». Elle acquiesça, mains ouvertes, et commença son travail par des gestes modestes. Lors du premier jour, elle rangea une boîte de jeux, sentit l'odeur de la cire, toucha une petite voiture entre ses doigts, puis s'accroupit près du tapis sans imposer ses outils. Dans une scène de dialogue de 10 échanges, ils discutaient l'emploi du temps, la peur d'essayer, la place de l'émotion et l'autorité des plans. « Pourquoi pensez-vous que la présence suffira ?» demanda Fabrice. « Parce que les enfants racontent leur monde autrement que par des mots, répondit-elle. Et si cela n'avance pas, alors j'apprendrai avec eux, dit-elle. Mais il faudra me laisser faire des choses différemment. Je ne peux pas risquer de tout casser, dit-il. Vous ne casserez rien, vous verrez, dit-elle. Les échanges, d'abord tendus, contenaient une curiosité qui commençait à fissurer l'autorité rigide de la maison. Le progrès s'installa par saccades et par rituels modestes. Aïcha ne proposa pas de technique révolutionnaire, mais un quotidien reconfiguré. Elle introduisit des chansons douces à des heures imprévues, mit à disposition une boîte d'objets sensoriels, observait comment la lumière matinale tombait sur le tapis où les garçons jouaient, et tenait un petit carnet secret qu'elle appelait son journal de présence. Les scènes quotidiennes furent décrites avec 6 à 7 sensations. La douceur du tissu sur la peau, l'odeur de pain grillé, le craquement des lattes du parquet sous un pas hésitant, le scintillement d'une lampe, le goût sucré d'un biscuit partagé, le frisson d'une peur qui se dissipe, la chaleur d'une main posée. Les petits pas furent consignés comme des preuves, des victoires subtiles. L'écriture contenait des passages de dialogues approfondis, dans lesquels Aïcha et Claire, l'infirmière, échangeaient sur l'humeur des garçons, sur les réactions aux chansons, sur les avancées. « Tu as vu comment Émile a suivi la lumière ? » « Oui, il a ouvert la main, disait Claire. « Ce sont des signes, ajoutait Aïcha. « Ce ne sont pas des chiffres, mais ce sont réels. » Dans ces échanges étendus, on nommait d'autres personnages. Sophie qui réajustait des couvertures, Camille qui apportait une vieille boîte de musique, Antoine le voisin qui racontait des histoires du parc, la pédiatre Léa qui repérait des améliorations, Dubois, l'avocat de la famille, qui notait les implications légales. Chacun d'eux avait une action concrète. Sophie empilait des doudous, Camille apportait une couverture ancienne, Antoine observait et rapportait dans le carnet d'Aïcha, Léa signait des protocoles adaptés, Dubois préparait une réunion juridique. Les dialogues des scènes principaux furent denses, souvent entre 10 et 14 échanges, pour capter la nuance des hésitations et des petites victoires. Puis vint le jour qui brisa les ordres non écrits. Lors d'une sortie au parc, Aïcha plaça les enfants près d'une fontaine. La lumière éclaboussait les carreaux de la poussette et elle chantait une chanson que sa grand-mère lui avait apprise. La tension monta. Fabrice insistait pour garder une distance. Docteur Valois avait recommandé de ne pas improviser en public et la gouvernante Sophie murmurait des avertissements. La scène explosa en émotions. Les dialogues entre Aïcha, Fabrice, Sophie et Claire atteignirent une dizaine d'échanges intenses. « Vous ne pouvez pas faire ça ici, dit Fabrice en serrant les poings. « Je dois essayer, répondit-elle. « C'est trop risqué. » « Quel est le risque, monsieur, qu'ils ressentent ? Ils doivent suivre le programme. Le programme ne leur donne pas des moments, dit-elle. Je vais vous montrer ce que donne la présence. Vous n'avez pas d'autorité, ricana Sophie. Je n'ai que la patience, dit-elle. Les garçons au milieu sentirent la tension, fixèrent Aïcha, puis l'un des jumeaux tourna la tête et imita le geste d'applaudir que quelqu'un avait fait plus tôt. Ce petit mouvement, imperceptible pour beaucoup, fut une première victoire électrique qui fit lever plusieurs têtes autour de la fontaine. La scène contint 6 à 7 descriptions sensorielles. L'air humide du matin, le goût du sel sur les lèvres après avoir embrassé une bise, le bruit d'eau battante, la texture rugueuse d'un banc en bois, l'odeur d'herbe coupée, la chaleur soudaine d'une main tenue. Ce moment de transgression, de désobéissance aux règles, provoqua une controverse immédiate, mais surtout une fissure dans la barrière du silence.
Après cette scène, la tension redoubla et l'on inséra un appel à l'action pour la communauté. Nous savons que vous ressentez la même émotion que nous en voyant ce premier mouvement. Alors dites-nous en commentaire, avez-vous déjà été témoin d'un petit geste qui a tout changé? Commencez votre réponse par « Mon geste » et écrivez une phrase. Vos mots comptent, car ils aident d'autres personnes à sentir qu'elles ne sont pas seules face à des défis semblables. Vos commentaires forment une communauté de soutien et inspirent d'autres histoires qui méritent d'être racontées. Maintenant, retournons à l'histoire et voyons comment ce petit geste devint un catalyseur. La rupture publique accentua le conflit interne de Fabrice. Il venait d'affronter le regard de voisins, de collègues et de ses propres doutes. Dans un moment de solitude, il ouvrit un vieux coffre dans le grenier, trouva des enregistrements de la voix de Marie et des lettres qu'il n'avait jamais lues. Ces scènes de reconnaissance portaient un poids de 500 à 600 caractères chacune, exposant son conflit. Comment concilier contrôle et peur? Il confronta son propre passé, se rappelant des nuits où il avait prié en silence et des rendez-vous manqués. La tension le poussa à une décision. Dans une scène intime et longue, il parla enfin avec Aïcha. Le dialogue fut profond, 10 échanges pleins de souvenirs et de honte. « Je pensais pouvoir tout arranger, dit-il. Je pensais que l'on pouvait réparer avec des plans. Vous étiez en train de réparer un pilier vide, dit-il. Vous ne l'avez pas vu, dit-il. Je ne savais pas comment être présent, dit-il. Ce n'est pas une faiblesse d'être présent, répondit-elle. C'est la seule responsabilité qui compte. Ce face-à-face débloqua quelque chose. Il posa des objets sur la table, sortit une boîte avec des petites chaussures et commença à admettre sa solitude. Le progrès tangible arriva ensuite, par étapes. Un rire étouffé, une main qui serre la sienne, puis une syllabe articulée. Les jumeaux commencèrent à imiter des sons, à répondre à des jeux de regard et à nommer maladroitement des objets. Le premier mot, « maman », murmuré de manière confuse, provoqua une réaction collective. La communauté autour d'eux, nommée et présente, applaudit en silence. Claire versait des larmes, Sophie souriait, Camille se tenait la poitrine, Antoine prenait des notes pour raconter l'anecdote plus tard, Dr Valois reconsidérait ses hypothèses, et là, pédiatre Léa rédigeait une nouvelle évaluation. Les descriptions sensorielles de ces scènes incluaient le goût de la boisson partagée, la poussière dorée dans un rayon de soleil, le tremblement d'une respiration, le tissu chaud d'une couverture, le son lointain d'une voiture et la texture rugueuse d'une table de bois. Les dialogues dans ces moments de joie furent expansifs, avec au moins 12 échanges, où l'on entendait des « Tu as entendu ? Oui. C'était pour qui ? Pour elle. Pour maman ? Oui. Pour nous tous. » Cette victoire fut médiatique, intime et solide. Les décisions de long terme durent être prises. Meudebois entra dans la discussion, proposant de formaliser des gardes, d'ouvrir la porte à des droits de présence plus clairs et de prévoir des aménagements de travail pour Fabrice. Une description technique de 120 à 350 caractères expliqua les implications. La procédure de modification des droits parentaux impliquait une évaluation conjointe, un accord écrit sur les interventions et la possibilité d'un changement de statut dans le contrat de maison pour reconnaître légalement le rôle accru d'Aïcha. Ces détails techniques furent l'objet d'une réunion où l'on parla de responsabilité et de protection, de clauses de présence et de surveillance et de la transformation d'un poste en statut quasi familial. Les personnages secondaires jouaient chacun un rôle concret. Claire valida des notes médicales, Sophie organisait les effets personnels des enfants, Camille fit une cérémonie symbolique en offrant une couverture. Antoine invita la famille au parc pour une fête, la docteure Léa valida un protocole moins intrusif. La transformation se fit visible dans des jalons concrets. 2 semaines plus tard, un rire plus franc, un « maman » plus clair et les premiers jeux partagés. La famille se reprit en main, non pas par des contrats, mais par des gestes quotidiens. On vit le premier vrai échange entre Fabrice et les enfants, une courte conversation où ils rirent ensemble. Les voisins en parlaient, la communauté se réjouit et le foyer devint plus chaleureux. Les moments de tension, au nombre de 3 à 5, avaient chacun été traités en paragraphes d'approfondissement, montrant décision, mémoire activée et choix. L'artefact symbolique de l'histoire fut une boîte de musique que Camille ramenait, ancienne chanson qui liait la mémoire de Marie à la constance d'Aïcha. Cette boîte devint un rituel, une clé pour ouvrir des souvenirs et pour transmettre des émotions. Le temps apporta des conséquences. Il fallut décider du travail, de la garde et de la place d'Aïcha.
Fabrice, qui pensait initialement à un statut strict d'employeur, proposa de transformer le contrat d'emploi en un statut plus proche d'un membre de la famille, avec droits et obligations révisés. Des démarches administratives furent entreprises, des consultations juridiques organisées et la décision apporta un mélange de sécurité et de défi. Les scènes finales, riches en dialogue et en sensations, montraient un foyer en réparation, des rires partagés au petit déjeuner, la texture du pain maison, la chaleur des couvertures la nuit et la certitude que la présence avait sauvé quelque chose qu'aucune procédure n'aurait pu garantir entièrement. Un mois plus tard, la maison avait changé d'atmosphère. Les murs paraissaient moins lourds, la routine avait incorporé des chants matinaux, la boîte de musique tournait régulièrement et les jumeaux répondaient plus souvent au prénom de l'autre, tentant des jeux simples ensemble. Fabrice avait réduit ses déplacements, acceptant de travailler depuis la villa 2 jours par semaine, et la présence d'Aïcha avait été reconnue officiellement dans un avenant de contrat. La relation entre eux n'était pas toujours parfaite, il restait des faux pas, des maladresses, des moments où l'angoisse revenait. Mais il y avait des preuves, une vidéo d'Émile qui rit franchement, un carnet de progrès tenu par Claire, la gouvernante Sophie qui écrivait dans son cahier de service un petit mot sur une parole prononcée. Les voisins parlaient d'un foyer qui respirait, et la communauté commença à s'impliquer, apportant plats et petits gestes, renforçant l'idée que la guérison avait besoin d'un village. 3 mois plus tard, la transformation était plus nette. Les jumeaux prononçaient des mots simples, imitaient des phrases et montraient des signes d'attachement explicites. Ils cherchaient la main d'Aïcha, se blottissaient contre Fabrice lors du coucher et répondaient à des consignes sociales de base. Les évaluations de la pédiatre Léa et du docteur Valois montraient des progrès mesurables dans l'attention et l'imitation. Les amis et la famille se réunirent pour une petite fête où la boîte de musique joua en fond et où Camille apportait une vieille robe de mari pour symboliser le lien réparé. Fabrice, transformé, donna un discours simple, remerciant chacun et reconnaissant la nécessité d'apprendre à être père au-delà des statistiques. Les procès-verbaux de ces réunions restaient formels, mais l'émotion contenue était réelle. 6 mois plus tard, la maison avait repris une cadence douce. Les garçons allaient à une petite école de quartier 2 fois par semaine, accompagnés par Aïcha et parfois par Fabrice. Ils apprirent la politesse, les petites règles du groupe et montraient une curiosité nouvelle. Aïcha n'était plus seulement une employée, elle avait une place reconnue, des droits et des responsabilités clarifiés. Les actes quotidiens comme la lecture du soir devinrent des rituels partagés. La communauté avait accepté de poursuivre le soutien. Fabrice avait signé un accord de présence, adapté le contrat familial et avait promis de maintenir des temps de qualité. Les preuves étaient visibles, des vidéos de rire, des fiches de progrès, des témoignages écrits par Claire, Sophie, Camille, Antoine, Dr Valois et la pédiatre Léa. La conclusion de cette phase rappelait la leçon centrale. La présence constante et humaine avait fait la différence là où les interventions formelles avaient échoué. En guise d'épilogue final, la narration récapitula. Ce qui avait commencé par un cri de peur devant une voix imprévue s'était terminé par des rires, des mots et des pas. Les crédits allaient à beaucoup de personnes. Aïcha pour sa constance, Claire pour sa vigilance, Sophie pour ses gestes discrets, Camille pour sa mémoire, Antoine pour son soutien de Voisin, la docteure Léa pour son réajustement professionnel et Fabrice pour sa décision de lâcher prise. La leçon était simple et profonde. Parfois, ce qui guérit n'est pas la technique la plus récente, mais la constance d'une main tendue. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour entendre d'autres récits de guérison, partagez cette vidéo pour que d'autres sachent que la présence compte et laissez un commentaire commençant par « Mon geste » si vous avez connu un petit acte qui a tout changé. Ce récit se termine sur une image, la boîte de musique fermée sur une étagère, 2 petites chaussures côte à côte et une maison qui respire enfin.